Le delta du Mékong, qui s'étend dans le sud du Cambodge, prend naissance au niveau de Phnom Penh, la capitale, où le Mékong se divise, donnant naissance au bras principal du delta, appelé le Bassac. Nous avons essayé de comprendre les tenants et les aboutissants de la production agricole dans cette zone fertile. L'agriculture joue un rôle crucial dans cette région. Les saisons des pluies et des sécheresses influent sur la vie dans le delta, façonnant un paysage changeant au fil des mois. Dans une petite zone, 60 à 90% des habitants ont une activité agricole. Cette zone a vu s'installer différents types d'agriculture, allant du pérenne à l'annuel, et qui sont plus ou moins demandeuses en travail, espaces cultivés et intrants. D'un simple coup d'œil, on peut observer beaucoup de champs de maïs, quelques champs de maraîchage, où poussent aubergines rondes, margozes et toutes sortes d'haricots, des rizières ou encore des parcelles avec des manguiers et bananiers. Une particularité notable de la partie cambodgienne du delta est la présence de preks, des canaux en terre, perpendiculaires au Bassac qui s'étendent dans la plaine. La répartition des cultures dans la région s'explique par l'altitude des parcelles. En observant un prek de face, on constate que l'altitude atteint son maximum aux abords du prek, puis diminue entre deux preks. Ce sont les bas-fonds. En regardant l'entrée du prek en A, cette fois avec le prek vu dans sa longueur, et B la fin du prek, on observe une autre dimension des élévations. À l'entrée, les parcelles jamais inondées, car plus hautes, sont appelées Chamkar en khmer. Elles sont principalement dédiées aux fruitiers et au maïs. En s'éloignant de l'entrée du prek, l'élévation diminue, les inondations deviennent plus fréquentes, caractérisant la zone appelée Bung en khmer. Dans cette zone représentée en B, le riz prédomine en raison de sa tolérance à l'excès d'eau. Les variations d'altitude dans la zone ne sont jamais plus de quelques mètres, mais influent grandement sur les risques d'inondation des parcelles. Les preks ont été principalement construits pendant les années 1900 sous le protectorat français. Ces ouvrages ont été inspirés de connaissances locales, et leur fonction première est une amélioration de l'agriculture grâce à un apport de fertilité lors des inondations et permettent d'irriguer les parcelles, en particulier en saison sèche. Le niveau d'eau dans le Bassac influence directement la hauteur d'eau dans les preks. Pour pouvoir irriguer les parcelles, il doit y avoir de l'eau dans le prek. En saison des pluies, c'est généralement le cas. En saison sèche, le niveau peut être trop bas. Les agriculteurs se trouvent dans l'incapacité d'irriguer, à moins que des vendeurs d'eau ne soient présents sur le prek. Ces vendeurs d'eau sont des individus ou groupes qui pompent directement l'eau du Bassac, introduisant un nouveau coût pour les agriculteurs s'ils décident d'opter pour cette option. Cependant, tous les agriculteurs ne font pas ce choix, et cela dépend largement de leur capacité à investir dans cette pratique. Il est essentiel de noter que les preks ne permettent pas une irrigation par gravité. Chaque agriculteur dispose d'une pompe individuelle
pompant l'eau directement du prek pour l'acheminer vers la parcelle. Cependant, cela engendre des coûts, notamment le prix du carburant pour faire fonctionner la pompe, ce qui est assumé par chaque agriculteur. Ils ont aussi d'autres fonctions, comme le transport, la pêche ou encore l'utilisation de la végétation spontanée des berges pour l'alimentation humaine et animale. Ces preks sont des éléments uniques et structurants du paysage, ayant une place primordiale sur le fonctionnement des populations locales, en particulier sur l'agriculture. Depuis les années 90, les preks connaissent des initiatives de réhabilitation par le gouvernement cambodgien et des agences de développement. Il s'agit d'enlever l'accumulation de sédiments qui empêchent un bon écoulement de l'eau tout au long de l'année. La réhabilitation des preks cherche avant tout à éviter le manque d'eau pour l'irrigation durant la saison sèche. Les sédiments transportés par l'eau sont recherchés pour leur contribution à la fertilité des sols. Cet avantage agronomique est toutefois accompagné d'un inconvénient majeur. L'accumulation de sédiments entrave le bon écoulement de l'eau dans les preks, ceci au fil des années. Plusieurs agences de développement travaillent sur la réhabilitation des preks. Le choix des preks à réhabiliter peut résulter d'une concertation avec la population locale ou être basé sur l'observation du fonctionnement des preks. Généralement, il faut au moins 1 an pour qu'un prek soit entièrement réhabilité. Cependant, ces travaux ont un impact direct sur les activités agricoles, contraignant les agriculteurs à se limiter à 1 ou 2 cycles au lieu des 3 habituels. Thì prá đó pel khai ọt liêng nè, khai rèn nè. Thì tắc prekនៅមានរហូតនោះមានទៅបាអីណាបើសិនជាមានអ្នកស្ដាទៅអាហ្នឹងវាទៅបោទឹកធៀងទៀតវាអាចថាទឹកច្រើនវាអាចដាំដំណាំដូចជាសសក់តឡាចអាលឹកអីចឹងផ្សេងមកគេបានចុះចំពោះពូដូរអត់ដូរទេចេកដាំតែម្ដងហ្នឹងវាអាច10ឆ្នាំជាងលពូតាក្នុងរដូវដែលរាំងហ្នឹងពូស្រោចទឹកចេកបានប៉ុន្មានដងគឺទៅប្រហែលជា20 ដងCeci dit, les facteurs qui jouent sur la production agricole de la zone ne se réduisent pas qu'au seul fonctionnement des preks. Le marché et le prix des produits ont un rôle très important dans cette production. Toute vente passe par un intermédiaire. Lors de la récolte du maïs, par exemple, l'agriculteur sait le prix auquel il va le vendre et reçoit l'argent juste après la moisson. C'est le même principe pour le riz et les mangues. Mais depuis quelques années, le prix du maïs étant au plus haut, les agriculteurs privilégient sa production. Pour les légumes, les intermédiaires vont d'abord revendre sur des marchés de gros à Phnom Penh avant de payer les agriculteurs. Le maïs est vendu à des entreprises d'alimentation animale en Thaïlande et au Vietnam, toujours par au moins un intermédiaire. La stratégie adoptée à l'été 2023 visait à maximiser la production de maïs en mettant en place 2 cycles de maïs et 1 cycle de légumes pendant la saison des pluies.
Cette approche permet d'obtenir plusieurs récoltes de légumes avant que la parcelle soit atteinte des inondations. Même si l'inondation vient empêcher quelques récoltes de légumes, c'est moins grave que si une parcelle de céréales est complètement détruite. Et en plus, il faut prendre en compte l'effet de la concurrence des produits maraîchers vietnamiens qui amène incertitude et fluctuation des prix, ce qui joue évidemment sur le choix de cultiver tel ou tel légume. Contrairement au Vietnam, où il y a de nombreux cycles de légumes toute l'année, la production cambodgienne est plus limitée dans le temps. Cette différence crée une concurrence entre les légumes vietnamiens et cambodgiens à certains moments de l'année. Les importations fluctuent d'un jour à l'autre, ce qui explique les variations des prix sur le marché. Parfois, les prix sont plus élevés pour les produits cambodgiens en raison de leur disponibilité limitée, tandis qu'ils peuvent baisser en raison d'une abondance de produits vietnamiens. Les décisions en matière de culture dépendent souvent davantage des conditions du marché que d'une logique purement agronomique. Mis à part pour les arbres fruitiers, il est difficile d'établir des rotations fixes. Il est plausible que l'année prochaine, les rotations changent en raison de ces variations de prix et donc des choix qui en découlent. Par ailleurs, les profils des agriculteurs sont différents. Certains tirent majoritairement leurs revenus de leur production agricole, alors que d'autres font de l'agriculture pour un supplément financier. Ces derniers préféreront cultiver, par exemple, des fruitiers qui leur demandent moins de travail. Parmi tous les foyers agricoles rencontrés, peu d'entre eux employaient de la main-d'œuvre. Lorsqu'ils le faisaient, c'était généralement de manière sporadique, car le salaire a connu une augmentation au cours des 15 dernières années. En outre, certaines familles étaient engagées dans d'autres activités que l'agriculture, ce qui restreint le temps qu'ils peuvent consacrer aux activités agricoles. Ces foyers ont également tendance à être davantage propriétaires de leurs parcelles, alors que ceux dont la seule source de revenus provient de l'agriculture ont plutôt tendance à louer les parcelles. Dans la zone étudiée, 2 types de stratégies agricoles ont été observées. La première stratégie est celle de la spécialisation, principalement adoptée par les familles travaillant sur un nombre limité de parcelles, souvent moins de 3. Les foyers dépendants de l'agriculture tendent à se spécialiser dans la culture de céréales, tandis que ceux qui ne dépendent pas autant de l'agriculture et qui ont moins de temps à consacrer aux travaux agricoles ont plutôt tendance à se spécialiser dans les arbres fruitiers. En revanche, lorsqu'un foyer travaille sur plus de 3 parcelles, la stratégie adoptée tend à être celle de la diversification. Elle vise à assurer une sécurité financière. Si un des prix chute, il y a plus de chances de vendre au moins un des produits à un prix correct. Les foyers, fortement dépendants de l'agriculture, ont tendance à consacrer une part importante de leurs terres à la culture de céréales, tout en réservant éventuellement une parcelle pour la culture d'arbres fruitiers ou de légumes. D'autre part, les foyers n'étant pas aussi dépendants de l'agriculture, peuvent se tourner davantage vers les arbres fruitiers, demandant moins de temps et éventuellement allouant une parcelle à la culture de légumes. Cette diversification permet de mieux répondre aux fluctuations du marché et offre une source de revenus plus stable. L'alternance entre la saison sèche, où le manque d'eau peut être un problème pour l'agriculture, et la saison des pluies, qui s'accompagne d'inondations inégalement réparties sur les parcelles de la zone, influe la production. Le riz est la culture favorable aux zones inondables, et le haricot pour des périodes de sécheresse. Enfin,
Le facteur climatique n'est évidemment pas à négliger. Depuis quelques années, les pluies deviennent de plus en plus irrégulières et imprédictibles. Les agriculteurs se voient de plus en plus souvent forcés d'irriguer pour ne pas perdre leur récolte. Ainsi, l'évolution du climat laisse à penser que les preks ont, à l'avenir, un rôle important à tenir. Les preks sont des infrastructures structurantes du paysage du delta cambodgien. Ils marquent la présence de l'homme et son envie à faire de lui une terre nourricière. Somme toute, les choix des cultures dépendent de plusieurs facteurs. La localisation de la parcelle est le premier. Les cultures tolérantes aux inondations sont dans les bas-fonds, comme le riz, alors que celles moins tolérantes sont aux élévations plus hautes, comme le maïs. Ensuite, le prix du marché va être primordial dans ce choix. Une famille qui vit seulement des revenus agricoles aura tendance à choisir une culture à haute valeur ajoutée par hectare, alors qu'une famille, avec plusieurs activités économiques, préférera limiter sa charge de travail. Ainsi, les enjeux de réhabilitation des preks restent essentiels pour permettre aux agriculteurs de continuer à irriguer en saison sèche. Cependant, l'accès à l'eau n'est pas le seul facteur dans le choix des cultures, et on ne peut pas espérer que les agriculteurs prennent en charge la maintenance des preks. Les autres facteurs qui viennent d'être décrits ne sont donc pas à négliger pour le bon développement agricole de cette zone. Il était une fois Anyakru, un aïeul du gouverneur Thiam, qui avait une maison proche de la rive droite du Mekong, derrière laquelle il y avait un grand bung, terme khmer utilisé pour désigner un lac ou une étendue d'eau. Il acheta une pirogue pour naviguer dans le bung. Or, la berge était trop haute pour qu'il puisse y accéder. Anyakru eut l'idée de creuser un canal afin de profiter de la haute crue pour faire pénétrer sa pirogue par ce canal dans le grand bung, ce qu'il fit. De plus, les eaux limoneuses du fleuve, se précipitant dans des eaux plus claires et déposaient rapidement leurs limons, et lorsque la décrue arrive, il ne fut pas peu surpris de voir que la superficie de terre cultivable avait considérablement augmenté.